Chérif Mojdalani, Pierre Parlant, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai plus vraiment besoin de vous présenter, Chérif Mojdalani, vous êtes devenu un habitué de ce micro. Mais à titre de rappel quand même, on avait évoqué la dernière fois que vous étiez venu, c'est le dernier seigneur de Marsade, votre livre qui était pressenti pour le Renaudot, le Médicis et le prix Femina. Et on avait également parlé de la création de cette maison des écrivains que vous dirigez depuis 2013. Pierre Parlant, vous êtes agrégé de philosophie, poète et écrivain, vous êtes auteur de nombreux essais critiques, de prose non romanesque et de textes poétiques, et vous habitez dans le sud de la France, mais là ça fait quand même un mois et quelques que vous êtes à Beyrouth en résidence, justement pour nous proposer un bel écrit après cette expérience. Ça va être un petit duo ce matin, ou un petit trio, on va peut-être passer d'un sujet à l'autre, je vous laisse libre d'intervenir quand vous voulez, mais je vais quand même commencer par Chérif Mojdalani, qui va nous parler un tout petit peu de tous ces auteurs qui vont arriver, puisque finalement la Maison des écrivains vit sa vocation, et depuis un petit moment maintenant. Oui, elle vit sa vocation. C'est-à-dire que nous l'avions fondée en 2013, nous avions commencé quelques petites activités, mais en fait, la Maison internationale des écrivains a commencé réellement à fonctionner l'année dernière. Nous avions organisé les premières rencontres autour du roman. Et cette année, on a décidé donc d'organiser des rencontres poétiques qui s'intitulent Poésie et performance. Nous avons invité 12 poètes du monde, en collaboration, alors il faut bien évidemment le signaler, c'est important, en collaboration avec l'université Rennes 2 et son festival de poésie des Clamaux, et avec le Centre international de poésie de Marseille. Nous avons donc invité 12 écrivains qui seront là les 8 et 9 mai. 12 écrivains qui viennent de France, de Belgique, des États-Unis, d'Angleterre, d'Espagne, de Syrie, de Palestine, et il y a 3 poètes libanais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs langues qui sont utilisées ? Oui, c'est le principe en fait de la Maison des écrivains. Le principe de la Maison des écrivains, c'est d'inviter des écrivains du monde à Beyrouth en fait, de faire venir la littérature du monde dans toutes les langues et dans toutes ses facettes à Beyrouth. Et donc là, quand les écrivains, les poètes ou les essayistes, ça dépendra évidemment du genre chaque année, ne sont pas francophones, non, justement, nous sommes une maison sur 3 langues. Oui. Quand c'est français, ils sont francophones ou français, ils s'expriment en français. S'ils sont anglophones, anglais, ils s'expriment en anglais. Et s'ils sont arabophones, ils s'expriment en arabe. Tout cela sans traduction. Et dès que ce sont des langues complètement ignorées en principe du public libanais, à ce moment-là, une traduction. Et cette année, donc, on a surtout des écrivains de langue française, anglaise et arabe. Mais nous avons un poète espagnol qui écrit en catalan. Et donc lui, la poésie qu'il va déclamer sera traduite en français. Et comment se sont passées les rencontres qui ont eu lieu jusque-là ? Quelle réponse vous avez trouvée auprès du public ? Écoutez, beaucoup d'encouragement. Il y a eu pas mal de public. Il y a eu même plus que ce que nous pensions. Et c'était vraiment très, très plaisant. Et nous avons eu évidemment beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Et c'est ce qui nous a poussé à avoir envie de continuer. Et j'espère que cette année, ça se confirmera. Et quelle a été la rencontre la plus saillante pour vous, jusque-là ? Toutes les rencontres étaient saillantes. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez autre chose, mais bon. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye d'inviter des gens dont on connaît le travail, etc., dont on sent qu'ils pourraient intéresser le public. Alors évidemment, après, c'est des questions de tempérament et aussi de disponibilité sur le moment des événements qui font qu'un écrivain peut être très brillant, et le jour de la rencontre, il est moins performant. Moins loquace. Moins loquace, voilà. Moins inspiré, on va dire. Ça arrive. Enfin, bon, l'année dernière, c'était excellent. Maintenant, on était dans une espèce on l'évitait un petit peu parce que c'était le premier événement et ça marchait bien. Tout le monde était content. Les écrivains eux-mêmes étaient contents d'être là. Il y a ce syndrome aussi qui consiste, que je connais depuis longtemps parce que j'ai beaucoup invité d'écrivains à l'université quand je dirigeais le département de lettres françaises à l'USJ. C'est qu'il y a toujours cette fascination pour Beyrouth, fascination qui vient de diverses qui a diverses raisons. Mais déjà, les écrivains qui sont là, qui sont dans ce bain pendant 1 ou 2 jours, sont eux-mêmes dans une espèce d'excitation telle que quand ils rencontrent le public, ils sont souvent très inspirés, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, il y a des rencontres qui sont plus réussies que d'autres, etc. Mais bon, généralement, non, mais c'est sûr que Beyrouth a une énergie culturelle quand même débordante en ce moment. Bien sûr, il reste à départager ce qui est de qualité, ce qui ne l'est pas, mais il y a quand même une production culturelle importante sur cette scène. J'imagine que c'est ça qui doit aussi fasciner vos auteurs qui viennent. Je crois, oui. La création, le dynamisme. Maintenant, Pierre nous dira comment il a vu et senti la ville, je crois. Mais c'est le dynamisme aussi, la fascination pour une ville qui est comme ça très
qui travaille encore beaucoup dans l'imaginaire, je crois, des écrivains, des intellectuels dans le monde pour sa situation, pour les enjeux au milieu desquels elle se trouve, etc. Et tout ça, et du coup, ça dynamise le rapport avec elle. Et quand un écrivain est là pour parler devant le public, et du coup, il est porté comme ça par quelque chose. Et c'est ce qu'on avait senti l'an dernier. J'espère que ça sera cette année. Alors cette année, c'est un petit peu différent parce que ça sera, comme c'est de la poésie, ça sera essentiellement de la lecture poétique. Donc ce sera des 12 poètes liront chacun, ce sont de toutes petites sessions d'une vingtaine de minutes, dans lesquelles chaque poète lira. Évidemment, nous avons fait un choix c'est un choix dans lequel le Centre international de poésie de Marseille et l'Université des Rennes 2 nous ont aidés. Il s'est fait en fonction de quoi, ce choix? Justement, c'est un choix qui, d'abord, la qualité des poètes, les poètes qu'on connaît ou qu'on aime ou qu'on a envie d'entendre, ou des poètes de diverses langues, évidemment, pour mêler les cultures. Mais une des conditions, c'est évidemment que les poètes soient de grands lecteurs. C'est-à-dire des gens qui savent théâtraliser, mettre en scène, mettre en voix de manière spectaculaire. De manière à ce que ce soit plus accessible pour tout le monde, en gros. Et puis que ce soit beau, parce que c'est finalement la mise en voix de la poésie est pratiquement un genre à lui seul, qui ne pose pas l'auditeur dans le même rapport que le lecteur avec le texte. Et ça, on a vraiment... Et donc, la plupart de ceux qui viennent sont des gens qui ont l'expérience de la lecture, qui sont connus pour lire très très bien, et donc pour être en spectacle avec leur poésie sur scène. Et donc ça, c'est une des choses qui aura lieu, sur laquelle on se base beaucoup pour ces rencontres. Et évidemment, certains des poètes auront peut-être s'appuieront sur la vidéo, sur le cinéma, où il y aura même un performeur qui réalisera quelque chose qui s'appelle performance proprement dite, c'est-à-dire quelque chose qui a rapport à la théâtralisation du mot sur scène. Chérif Majdalani, quand vous invitez des auteurs, est-ce que la vocation de cette maison des écrivains est de, je vais dire ça entre guillemets, de populariser un tout petit peu la littérature ou de rester quand même assez élitiste? Non, pas élitiste, vraiment pas élitiste. Une des choses d'ailleurs sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est de sortir la lecture, l'écriture de son carcan de l'université déjà, c'est-à-dire de la mettre vraiment en ville, un petit peu comme font les salons du livre. Voilà. Ouais. Mais on a fait ça en ville, volontairement. L'année dernière, c'était dans 3 endroits. C'était à Sabine, c'était à l'université américaine pour des raisons d'évidence, c'est un très beau lieu, et en ville, dans une galerie d'art en fait, sur la rue Malmsteen, c'était vraiment dans la rue quasiment. Là, cette année, on va faire ça au théâtre Gemäuse, qui est un théâtre populaire, disons. C'est vraiment le fait de donner accès à la littérature, permettre aux gens d'écouter, de rencontrer des auteurs, et surtout des auteurs qui n'auront jamais d'autres occasions de venir à Beyrouth parce qu'ils ne s'expriment pas dans les langues que parlent les Libanais. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment faire venir la littérature du monde dans toutes ces langues à Beyrouth et la mettre immédiatement à disposition du public. Pierre Parlant, on commence notre petit duel, on va dire. Vous êtes à Beyrouth donc depuis à peu près un mois, voire un peu plus, à l'heure qu'il est. Et j'ai l'impression qu'on m'a relaté un certain enthousiasme vis-à-vis de Beyrouth, cette ville qui semble vous inspirer quelque chose de très particulier. Oui, alors aujourd'hui, ça fait 5 semaines que je suis là. Il me reste donc une semaine pour cette résidence, donc qui était prévue de 6 semaines et qui se clôt sur le festival dont on vient de parler à l'instant. Si la question que vous me posez, c'est, si je la comprends bien, c'est quel effet produit sur moi et la résidence d'une part et d'autre part Beyrouth, parce qu'il faudrait peut-être distinguer les deux choses. Je vais commencer par Beyrouth d'abord. Ce que Chérif vient de dire, évidemment, vaut pour moi comme pour tout le monde. C'est le nom d'une ville, c'est un nom qui n'est pas innocent, c'est un nom qui est chargé de beaucoup de significations quand on n'est pas libanais. Et d'ailleurs, je n'étais jamais venu avant au Liban et à Beyrouth. Et par conséquent, je suis venu avec les représentations, les images, les textes, les articles, les études, des choses qui sont très contradictoires, souvent. Et je dirais que c'était à la fois quelque chose qui était attractif pour moi, l'impression de savoir déjà un peu des choses ou de connaître des choses avant même d'avoir mis le pied ici. Et en même temps, c'était un peu dangereux. Parce oui, justement, j'allais vous demander, avant d'aller plus loin, voilà. Vous êtes venu avec quelle idée de Beyrouth ? Je suis venu, je crois, avec les idées que tout le monde peut avoir. Que véhiculent les médias, en gros ? Pas seulement. Hein. Il y a aussi une littérature qui m'intéresse, donc ce n'était pas forcément que les médias. Mais quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose qui était à la fois intéressant, parce que je n'étais pas tout à fait dans quelque chose d'étranger, a priori, et en même temps de dangereux, parce que ça risquait de me priver de l'expérience singulière que je pouvais avoir dans cette ville. Donc une des choses que j'ai faites en arrivant, c'est d'essayer de suspendre un petit peu tout ce que je pouvais savoir ou croire
pour m'immerger dans cette réalité pendant un temps qui reste limité, mais qui est quand même conséquent, une 40aine de jours. Voilà. Alors vous avez prononcé le mot d'énergie tout à l'heure, évidemment, on ne peut que le reprendre. Pour ce qui concerne ma perception de la ville, il y a cette énergie effectivement qui est sensible, mais peut-être il faudrait la sortir d'un petit commentaire, c'est que cette énergie, elle est toujours, en tout cas c'est ainsi que je la vis, elle est toujours produite ou ressentie dans quelque chose qui relève de l'excès, très souvent. J'allais vous dire une énergie frénétique. Voilà. Il y a quelque chose de l'excès dans cette ville, manifestement. Si on prenait par analogie avec, par exemple, ce qu'on fait en acoustique, on ne peut pas faire une balance véritablement entre le grave et l'aigu, entre le triste et le joyeux, pour retrouver quelque chose de médium. On a l'impression qu'on va basculer très vite d'un côté ou de l'autre. Ça se sent très fort. Histoire de rattraper le temps perdu, peut-être ? Alors, ça, c'est peut-être une hypothèse. Moi, je ne sais pas si c'est pas la seule, c'est sûr. C'est pas la voilà, seule. c'est pas la seule. Pour prendre un exemple de cet excès, la première chose qui m'a saisi, on en a parlé avec Cherif et les amis de la maison, les écrivains, très vite, c'était par exemple le contraste très fort du point de vue de l'espace, de l'architecture de la ville, entre des choses qui font 2-3 étages et puis des tours absolument gigantesques, entre des choses qui relèvent du vestige ou de la ruine, et puis des choses qui sont en train d'être construites. Donc on est dans des tensions permanentes sans qu'il y ait vraiment quelque chose installé. Ça, c'est assez saisissant. C'est à la fois passionnant et par moments source de perplexité aussi. Est-ce que justement tous ces paradoxes que vous avez pu constater sont un facteur d'enrichissement, je parle spirituel bien entendu, ou bien un appauvrissement pour vous ? Encore une fois, pour le coup, il faut revenir à la question de la résidence. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence, c'est une espèce de condition qui est à la fois une faveur absolue, puisque pendant un temps donné, vous êtes là pour travailler et faire ce qui vous plaît, dans une liberté absolue. Et au passage, il faut que je dise que les amis de la Maison des écrivains de Beyrouth se sont montrés d'une générosité incroyable, puisque j'ai pu rencontrer, j'ai pu visiter des réalités de Beyrouth que j'aurais pas pu tout seul découvrir. Donc de ce point de vue-là, c'est très excitant, c'est très intéressant, c'est très intense. Et en même temps, il y a une commande, effectivement, il faut écrire quelque chose. Et la question que vous posez, c'est est-ce que tout ça, c'est un frein ou une incitation à l'écriture ? C'est difficile de répondre pour l'instant, parce que le travail est en cours. Et je sais, ça c'est une réalité qu'on a tous éprouvé. Je sais qu'on commence à saisir une chose lorsqu'on s'en éloigne. Je sais que c'est peut-être le souvenir et une forme de nostalgie de la ville de Beyrouth qui va déplacer ma perception actuelle. Ce que je peux dire de la perception que j'ai aujourd'hui du travail que je fais, c'est que c'est un travail qui est en cours, stimulé par les expériences que je fais, qui concernent les 5 sens. C'est une ville où on a des sensations, les 5 sens, et puis qui concerne aussi la tentative de comprendre ou de penser ces sensations. Est-ce que vous avez pu rencontrer certains auteurs qui vous intéressaient sur place ? J'ai rencontré des auteurs. D'abord, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je n'ai pas fait que cela. J'avais une espèce de partage de mon temps, je dirais en trois domaines. Un travail personnel où je suis seul et où je travaille. Des moments de découverte où je suis soit avec des amis, soit seul à arpenter la ville, à découvrir des quartiers ou à découvrir quelques régions du pays. Et puis un troisième temps où il y a des rencontres, effectivement. Parmi les rencontres que j'ai effectuées, alors j'en ai fait beaucoup. Je dirais pas une par jour, mais quasiment. Donc j'ai vu beaucoup de monde dans un temps très, très contraint malgré tout. Il y avait des auteurs, effectivement. Il n'y a pas eu que des auteurs. Il y avait aussi le désir de rencontrer d'autres personnes qui avaient d'autres types d'activités. Très récemment, j'ai rencontré des urbanistes, architectes. J'y tenais. J'ai rencontré des photographes, j'ai rencontré des poètes, j'ai rencontré des enseignants de l'université. Des musiciens ? Musiciens, je n'en ai pas rencontré pour l'instant. J'ai rencontré aussi des gens qui travaillent avec l'association Assabil, puisque j'étais partenaire aussi
Ils étaient plutôt partenaires du projet et j'ai travaillé avec eux pour conduire des ateliers d'écriture dans un établissement scolaire pendant la résidence. Donc, à la fois rester dans une espèce de confraternité avec des écrivains, puisque c'est le domaine que j'occupe, mais aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. Ceci dit, ce que j'ai observé, c'est que Beyrouth est une ville de grande énergie et une capitale, mais en même temps c'est une petite ville, c'est-à-dire que très vite on s'aperçoit que quand on rencontre quelqu'un, il connaît la personne qu'on a vue la veille et probablement celle qu'on verra le lendemain, et qu'il y a une espèce de réseau, une constellation comme ça qui se construit, si bien que les gens qu'on rencontre finalement sont pas si nombreux que ça, et ils travaillent et se connaissent tous à peu près. Oui, c'est à peu près dans le même réseau. Si vous voyez des gens qui sont des artistes, des gens qui sont sur la scène culturelle, mais pas que, vous avez raison, ça reste un petit village, Beyrouth, quand même. Oui, hein. c'est ça. Alors, bon, vous avez pu constater certaines choses. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous interroger sur, si vous voulez, votre vision, entre guillemets, philosophique de cette ville, ce que vous en gardez, parce que vous avez un certain rapport à la philosophie. Qu'est-ce que vous retenez ? Bon, alors un rapport à la philosophie, il se trouve que c'est mon métier, en dehors du fait que j'écris quelque chose qui relève de ce qu'on appelle la poésie. Je ne peux pas dire que j'ai de toute façon, c'était pas l'objet de mon séjour, c'est pas l'objet de mon séjour, donc je ne peux pas dire que je vais me risquer à dire des choses décisive sur cette ville du point de vue philosophique. Et puis, ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, mais qu'il faut dire absolument, c'est que c'est une ville d'une complexité assez impressionnante, de 1000 points de vue. Si on prend simplement la question sociologique ou historique, c'est déjà très compliqué. Ça ne veut pas dire incompréhensible. Mais vous avez raison, je ne peux pas ne pas être ce que je suis par rapport interpellé, forcément, par rapport à ma formation et mon expérience par ailleurs. Alors peut-être deux territoires ou deux domaines de pensée qui me viennent à l'esprit à l'instant. Encore une fois, au fond, ils pourraient se réunir tous les deux. Je dirais c'est la question de la cité. Alors là, je me mets sur le terrain philosophique, si vous voulez, puisque vous m'y invitez. La question de la cité, mais la cité au sens platonicien, c'est-à-dire qui est à la fois un lieu déterminé où vivent des gens, mais c'est aussi un projet politique, la cité. La République de Platon, c'est une espèce de détermination de ce que c'est que le vivre ensemble, du point de vue de la justice, etc. La question de la cité, comme par exemple comment peuvent vivre bien ensemble des gens dans un espace-temps fini, se pose de manière très spectaculaire à Beyrouth. Les quartiers, les communautés, les langues, les institutions, les partages, tout ça est très spectacularisé, sensible. On ne cesse de me dire, là tu es passé de ce quartier à celui-là, ici il y a cette mosquée, là cette église, plus loin cette institution. Bon, il y a une espèce de... Est-ce que ces différences vous frappent ou vous dérangent, vous, par exemple ? Alors, elles ne me dérangent absolument pas. Moi, j'avais adopté, autant que j'en suis capable, la posture de Montaigne qui consiste à suspendre mon jugement en étant là. Donc j'ai sûrement porté aucun jugement. Non, elle me frappe, elle m'intrigue, elle m'intéresse, elle me passionne. Quelquefois, elle me met aussi dans des situations de perplexité, pour redire ce que je disais tout à l'heure. Vous parliez justement de communautés qui vivent ensemble. Est-ce que vous avez l'impression que les gens vivent réellement ensemble ou se côtoient dans une certaine surface géographique ? Oui, voilà, j'y viens. Je dirais que sur le terrain de l'espace-temps, quand on regarde le plan de Beyrouth, et puis quand on circule le jour, la nuit, à pied, en taxi, etc., on a, en même temps que la découverte de la ville, ce qui est mon cas, une découverte naïve, on a en même temps un commentaire qui nous est fait et qui nous explique que on passe d'un endroit à un autre alors que c'est insensible. Les maisons sont les mêmes, les rues sont les mêmes, sauf que, par exemple, on m'indique que cette rue-là, c'est une rue qui, d'une certaine manière, distingue une façon de vivre d'une autre, le fleuve, le quartier arménien, l'ouest, l'est, l'ancienne ligne verte, la corniche, enfin, il y a comme ça très vite un imaginaire qui s'installe, mais qui est un imaginaire de coexistence. Bon. Ça, c'est l'espace tel qu'il se manifeste, et qui est
j'allais dire, surtitré ou souligné, je ne sais pas comment il faudrait dire, par ce discours où effectivement apparaissent des distinctions qui renvoient, mettons, à des appartenances communautaires ou confessionnelles. Alors, c'est là que se pose la question politique, pour moi, mais politique au sens philosophique, le politique au sens platonicien, par exemple, qui est, mais comment fait-on pour faire tenir tout cela de manière pacifique? Parce qu'après tout, il y a des choses qui peuvent coexister dans des tensions, il y a des choses qui peuvent coexister dans un régime d'indifférence, ou au contraire coexister de manière harmonieuse. Et ça depuis Platon. Oui, c'est la question. Vous savez, la question platonicienne elle est très d'actualité, bien sûr. Elle est évidemment d'actualité, mais si on la résume à l'essentiel, c'est est-ce qu'il est possible de faire de l'un avec du multiple? Alors ça, c'est une question que j'ai traitée 1000 fois avec des étudiants. Quand on arrive ici, on se dit mais c'est même pas la peine de la traiter, il faut le regarder. C'est la question de Beyrouth. Est-ce qu'on peut faire de l'un avec du multiple? Est-ce qu'on peut faire une ville, a fortiori un pays, mais est-ce qu'on peut faire une ville en sachant que c'est peut-être un manteau d'arlequin? C'est-à-dire on va coudre ensemble des choses qui n'ont ni la même forme ni la même couleur. Est-ce que ça fera un manteau ou est-ce que ça fera une étoffe qui sera parthèse, extra-parthèse, importable? D'où peut-être la question cruciale de l'identité libanaise. Ah oui. Alors peut-être la question de l'identité libanaise, encore que, vous savez, bon, je viens de France, la question de l'identité en ce moment se pose lourdement, oui. a été posée il y a quelque temps et elle est encore posée. C'est une question qui est dangereuse parce qu'elle peut renvoyer aussi à des problèmes qui n'en sont pas, mais qui renvoient plutôt à des crispations. Mais pour revenir donc à cette question philosophique que vous m'invitez à explorer, effectivement, je ne peux pas ne pas penser d'un point de vue, enfin, ne pas essayer de penser du tout, en tout cas d'un point de vue philosophique, la très, très étonnante exposition de choses qui sont des problématiques d'ordre général et qui se posent ici de manière cruciale. Évidemment, si je rapporte ça avec ce que je peux savoir par ailleurs, ou ce qu'on me dit, ou ce que j'ai lu de l'histoire récente de la ville, les choses sont encore plus vives, évidemment. Et elles ne sont pas prêtes de s'éteindre, à mon avis. Ça, oui, là encore, je ne vais pas... Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez constater quand même sur le terrain? Que ça reste en ébullition? Alors, bon, qu'est-ce que je constate sur le terrain, pour reprendre votre expression, en écoutant, en tendant l'oreille autant que je peux à ce qu'on me dit? Plusieurs choses. La première chose que je trouve à la fois effectivement étonnante, mais réconfortante aussi, véritablement, et je dis ça parce que je le mets en rapport avec la situation française que je connais, c'est que je n'ai pas ici rencontré, enfin, il ne m'est jamais arrivé un seul jour de cette résidence, donc qui aura duré 40 jours, sans que je constate que les habitants de cette ville, ou les Libanais en général, se posent la question du politique. Ils se la posent. Alors ils se la posent avec beaucoup de finesse ou maladroitement, mais ils se la posent. Ce n'est pas une question réglée pour eux. C'est pas une chose qui va de soi. Ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui est souhaitable. Et de ce point de vue-là, ils exercent une citoyenneté très active, même si formellement, elle est peut-être fragile. En France, par exemple, si on se réfère simplement au taux d'abstention ou à une espèce d'indifférence qui est très manifeste sur la question du politique. On ne parle pas de politique en France, ou alors on en parle de manière un petit peu cynique, détournée, ou sur le terrain d'un ressentiment. Bon, ici on sent que ce sont des choses qui sont vives. Voilà. Et ça, je trouve ça réconfortant. C'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression que ces questionnements, justement, qui sont vifs, sont surtout à la surface du problème, plutôt qu'à l'essence même du problème? La surface du problème ou l'essence du problème. Il faudrait encore pouvoir l'énoncer, ce problème, et je ne vais certainement pas m'engager là-dedans. Encore une fois, je peux pas ne pas me contraindre à la prudence, même si j'ai une petite idée, même si je parle et j'écoute et j'essaie de réfléchir. Je ne peux pas avoir la prétention de dénoncer ce problème. Mais pour revenir... Non, mais ce qui m'intéresse, c'est justement votre regard de l'extérieur. J'y viens. Donc, pour revenir à ce que je disais à l'instant, donc ce qui me semble, puisque il y avait quelque chose d'un petit peu fataliste ou pessimiste dans ce que vous disiez avant, donc j'essaie peut-être
de dire ce qui serait mon point de vue sur cette affaire-là. Ce qui me semble réconfortant, c'est que je n'ai pas rencontré donc d'habitants de cette ville, qui, quel que soit leur parcours d'ailleurs, qui considèrent que cette affaire est réglée, que voilà. Non, mais ça, c'est le propre du Libanais, il baisse jamais les bras. Et ça, c'est tout à fait réconfortant. C'est très réconfortant. C'est très vrai, ça. Voilà. Et c'est une citoyenneté en acte. Alors, le revers de ça, alors là aussi, si je peux le dire, c'est que la citoyenneté en acte, réellement, sur le terrain de la discussion, de la polémique, quelquefois, du goût aussi pour la discussion, du goût aussi pour le débat, avec une espèce d'élégance et de courage en même temps. Voilà. Cette citoyenneté, en même temps, du point de vue du droit, du point de vue de son objectivité réelle, là, elle est déficitaire. Par exemple, j'ai été très étonné. Je vais dire une chose peut-être exorbitante pour les auditeurs, mais je parle en tant que Français. J'étais très étonné d'apprendre que le mariage civil n'existe pas ici. Pour moi, c'est un symptôme du fait que l'état civil est déficitaire, puisqu'on rapporte donc la chose civile, c'est-à-dire simplement l'exercice de la citoyenneté, on rapporte ça à quelque chose qui relève d'une appartenance de type religieux. Bon, ça pose deux problèmes. Ça pose le premier problème qui est que si ce sont les communautés religieuses qui doivent déterminer ce qu'est le droit, il y a une multiplicité de droits, donc un problème de l'unité de tout à l'heure, d'une part, et d'autre part, ça pose le problème de ceux qui ne souhaiteraient pas appartenir à une communauté. Vous n'avez pas l'impression que chaque fois que se pose la question de la citoyenneté aujourd'hui dans le monde, elle est plus porteuse de dissension que d'unité, alors qu'en principe, la citoyenneté, c'est quelque chose un concept autour duquel, finalement, il y a une union en principe. Oui, là, vous pour le coup, vous posez la question qui est presque décisive sur ce qu'on pourrait appeler la démocratie. Citoyen, c'est la qualité de celui qui appartient à la cité dans un régime d'égalité, donc de démocratie. Et la démocratie, c'est un régime critique. C'est un régime qui n'est jamais stable par définition, puisque c'est le régime qui consiste à ne jamais céder sur le fait qu'on doit débattre. Donc, considérer qu'une situation de débat, de tension, de rapport de force est quelque chose d'insatisfaisant, c'est ne pas avoir compris que c'est l'essence même de la démocratie. L'essence de la démocratie, elle est conflictuelle. Mais elle est conflictuelle en étant encadrée par le droit. Elle est pas conflictuelle en vue d'une évolution positive. Oui, parce que c'est l'intérêt général qui est à la clé. Oui, bien sûr. Donc chaque fois qu'il y a débat... pas le chemin inverse. Voilà. Les caractéristiques du débat démocratique, c'est qu'on accepte absolument l'idée comme un principe qui est fondé lui-même sur l'égalité. On accepte l'idée que rien ne sera décidé sans qu'un débat ait eu lieu, et par conséquent, il y aura nécessairement des contradictions, etc. Et on accepte aussi l'idée que ce débat sera réglé par le droit, et non pas par les armes, et que l'objet de ce débat, c'est chaque fois l'intérêt général. Bon. Et donc, pour conclure, parce que là, j'ai l'impression que peut-être... On va déborder sur cette question philosophique. C'est tout à fait intéressant. C'est pas l'objet de ma résidence, mais pour conclure sur cette affaire-là, je dirais que voilà, le contraste à mes yeux, c'est que d'un côté, il y a une citoyenneté très active, une conscience politique très grande et un désir de mettre au jour, d'exposer, de problématiser les choses qui sont souvent douloureuses par rapport à des événements récents, à l'échelle de l'histoire, j'entends. D'un côté, donc, une citoyenneté très active. Personne n'est indifférent au destin de ce pays, surtout quand on sait, et là il se trouve que la situation internationale fait que c'est sensible aussi, quand on sait que le Liban est une espèce de concentré de problématiques régionales, mais planétaires aussi bien. C'est un concentré, c'est vraiment peut-être la ville où les choses sont portées à un point d'incandescence très fort. La citoyenneté, la séparation du théologique et du politique, la question de l'égalité homme-femme, la question des frontières, enfin, toutes ces choses sont ici vraiment portées à un point d'incandescence très fort. La question des communautés. Donc d'un côté, une citoyenneté très active, informelle, sur une espèce d'agora qui est généralisée. Bon. Mais dans le même temps, du point de vue des institutions, quelque chose qui est fragile,
et une citoyenneté qui reste peut-être encore à définir, dans la mesure où j'ai l'impression qu'on se définit d'abord par son appartenance confessionnelle, religieuse, régionale, son quartier, sa rue, sa famille, avant de se définir comme citoyen libanais. Ouais. Et là, il y a une tension tout à fait étrange. Mais ça, Pierre, ça se reflète dans cette perception que tu as eue de l'absence d'agora, qui oui, est le centre même de la démocratie. J'étais en train d'y penser, oui. Je faisais cette remarque l'autre jour. Je rencontrais donc deux architectes urbanistes, Habib Debs et puis Joe Bittard, et c'était une discussion très passionnante. J'avais envie de rencontrer des gens qui travaillaient sur et l'histoire de la ville, l'histoire de son architecture, son devenir, son drame aussi, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais je crois que, Chérif, c'est une des premières choses que je t'ai dites, l'étonnement que j'ai eu à voir la démolition en cours de ce qu'est le patrimoine architectural de la ville. Là, il y a presque une pulsion de mort incroyable, parce qu'une fois que ça sera fini, ça sera fini. Bon. Et on m'explique en plus que non seulement c'est en cours, mais c'est presque inéluctable dans la mesure où il y a une spéculation foncière qui se fait sans frein, visiblement. Bon. Alors, vous ont précédé à ce micro, justement, je crois que ça fait l'objet de nombreux intérêts internationaux. Il y a quelques mois, en fait, j'avais reçu un architecte urbaniste avec un psychologue qui travaillaient ensemble, justement, sur ce rapport-là. Du paysage urbain qu'est Beyrouth à l'heure actuelle. Oui. Et effectivement, je crois que c'est tout à fait digne d'intérêt, donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Maintenant, pour revenir à la Maison des écrivains, alors, vous êtes censé, à l'issue de cette résidence, donc fournir une production d'écrits. Oui. Vous n'avez pas encore pris votre plume, j'imagine, mais vous devez... Un tout petit peu Plus qu'un peu. Plus qu'un peu. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez écrire, ou qu'est-ce que vous avez commencé à écrire ? Bon, alors, écrire, c'est un verbe transitif. oui, on écrit quelque chose. Et peut-être que pour répondre à votre question, il faut que d'abord préalablement, il faut que je dise ce que je vais écrire, parce que c'est une commande qui m'est faite. Je me garderai bien de trop en parler, pour ne pas hypothéquer ce que je vais écrire. Hein. Ça, il faut faire attention à ça, parce que si on commence à parler d'une chose qui n'existe pas encore, on lui interdit d'exister. Donc je ne vais pas dire ça. Ce que je vais dire, en revanche, c'est qu'il y a plusieurs régimes d'écriture pour ce qui me concerne, dans la résidence. Donc quand je dis que j'ai commencé, c'est parce que, par exemple, puisque une résidence est une suite de jours, je suis arrivé le 29 mars, je pars le 10 mai, donc il y a une espèce de suite calendaire, là, il y a des jours, des heures qui se passent, donc il y a une forme de journal. Ça, c'est un premier régime d'écriture qui consiste à archiver tout ce que je peux faire, entendre, écouter, penser, parce que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, je l'aurais oublié, donc il y a une forme de journal que je tiens, c'est pas quelque chose que je fais de manière régulière, bon, ça m'arrive. Là, je me suis contraint à tenir Et c'est un travail que je fais très tôt le matin, avec le dépôt de la nuit. Les choses remontent comme ça. Alors, ça va aussi bien de choses qui consistent à relater « je suis allé à tel endroit pour faire telle et telle chose », mais ça peut être aussi une impression, une pensée, une parole entendue, une phrase lue quelque part. Enfin, voilà, des choses. C'est une première écriture. Donc ça a commencé. Je n'attends pas, évidemment, d'être parti pour faire le journal de la résidence. Est-ce qu'il y a un thème prédéfini ? Pas du tout. Surtout D'accord. pas. Non. Il y a une expérience qui est celle de cette ville. Voilà. D'accord. Le deuxième régime d'écriture, si vous voulez, c'est que... et ça, on ne peut pas le définir à l'avance, mais on peut le constater et le vivre, et c'est mon cas. Et je peux même dire des choses très concrètes. J'ai un cahier, sur la page de gauche, c'est le journal, sur la page de droite, c'est ce qui arrive. Ça se distribue comme ça. Alors sur la page de droite, il y a des espèces de dépôts sous la forme de phrases, de mots, de quelque chose qui pourrait constituer un matériau d'écriture à venir, qui n'est pas le journal strictement. Comme le font souvent les auteurs, d'ailleurs. Donc voilà, oui, bien sûr. Et puis, il y aura un troisième moment, un troisième régime, où là, il faudra faire, et ça prendra du temps, parce que je suis très lent, et il faudra faire travailler la langue, puisque je ne suis pas romancier, hélas, pour moi, je suis poète, donc je fais je travaille la langue, je la laisse travailler toute seule et travailler en moi,
Donc mettre en forme tout ça. Mais ça, c'est après. Et ce texte est en fait une commande du Centre international de poésie de Marseille. Il sera publié par le CIPM et il sera traduit en arabe par les soins de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth. Oui. Ce dont je me réjouis, parce que c'est pour au moins deux raisons. D'abord parce que je trouve tout à fait... c'est une vraie chance d'avoir un texte qui est traduit. Hein, ça déplace le texte vers des enjeux qui nous échappent et en même temps qui nous reviennent. Et puis, évidemment, je serais très, très heureux qu'il puisse être lu dans la langue, dans une des langues qui est pratiquée dans la ville en question. Chérif Majdalani, une fois que vous avez traduit le texte, est-ce que vous le diffusez dans la région ? Vous traversez les frontières ? C'est pas moi qui vais le traduire, parce que je ne... Non, pas vous, je sais, une fois qu'il est traduit. Il sera traduit. Écoutez, on a en fait, on est en discussion avec une maison d'édition qui publiera le texte, avec le soutien de la Maison des écrivains. Et là, après, évidemment, ça dépendra de la maison de cette maison d'édition, dont j'espère qu'elle le diffusera certainement à Beyrouth. Et ensuite, bon, c'est le travail de diffusion qui lui est propre, qu'elle mettra en place et qui permettra peut-être au texte d'être distribué dans le monde arabe, c'est évident, oui, bien sûr. D'accord. Pour revenir un peu à vous, Chérif Majdalani, on a parlé des poètes qui vont commencer à arriver le 8. Ils arrivent, les rencontres sont le 8 et le 9, ils arrivent l'avant-veille. Ils arrivent l'avant-veille, ils auront deux ou trois rencontres à l'université avec les étudiants avant de rencontrer le public. Alors dites-moi un peu qui vous invitez. Alors nous avons, Pierre, évidemment Pierre Parlant sera parmi les personnes qui vont lire leur texte. Il y aura par ailleurs une poète française qui vient à Marseille, qui s'appelle Florence Pazotu, et qui travaille sur la poésie, mais qui va s'appuyer là aussi, à l'occasion, sur des vidéos qu'elle est en train de faire, parce qu'elle commence à travailler aussi sur la vidéo. Il y aura un performeur français qui s'appelle Sébastien Lespinasse, qui sera par ailleurs aussi à l'université libanaise à Zahle vendredi 8. Il y a un poète britannique, Kirsten Sutherland, et une poète américaine qui s'appelle Andrea Brady, qui dirige un forum de lecture, précisément de lecture poétique et de performance poétique. Donc une américaine, l'anglaise. Il y a un grand poète espagnol de langue catalane qui s'appelle Carles Duarte, sur lequel notre collègue Jad Hatem a écrit un ou deux ouvrages, et qui par ailleurs est traduit en français, ce qui a facilité évidemment le fait qu'il lira en catalan et qu'on pourra lire ces textes en français. Et puis il y a un très grand poète belge également, qui est très connu dans le monde de la poésie francophone, qui s'appelle William Cliff, qui est un poète qui travaille beaucoup sur le vers, qui est un grand vagabond, un voyageur, qui écrit une poésie un peu épique, narrative, autobiographique, et qui a obtenu le prix de l'Académie française pour l'ensemble de ses œuvres il y a quelques années. Et ensuite, il y a une poétesse palestinienne qui écrit en anglais, Hind Choufani, qui est par ailleurs cinéaste, et un poète syrien qui s'appelle Mohamed Fouad, qui est un poète d'Alep, qui a fait beaucoup travailler sur la modernité poétique en Syrie, avant d'être obligé de se réfugier au Liban. Et puis trois poètes libanais, Jad Hatem lui-même, Fawzi Yamin et Iskandar Habash. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur la logistique de cette maison des écrivains. On en avait parlé très brièvement quand vous étiez venu la dernière fois. Comment ça se passe ? Combien de rencontres vous organisez par an ? Est-ce qu'il y a, par exemple, une année qui est consacrée à la poésie, une autre à la littérature, une troisième à la philosophie, par exemple ? Comment ça se passe ? Écoutez, en fait, vu les moyens que nous avons pour l'instant, nous sommes capables d'organiser une série de rencontres par an. Maintenant, nous sommes opérateurs d'autres choses. Nous pouvons travailler avec les salons du livre francophones ou arabophones, parce que nous ne sommes absolument pas une association francophone. C'est vraiment international. Mais l'idée, c'est d'organiser une série de rencontres annuelles, sérieuses, au mois de mai. L'an dernier, c'était le roman. Cette année, c'est la poésie. L'année prochaine, ce sera sans doute de nouveau le roman. On essaiera de faire quelque chose sur d'autres genres, sur le roman graphique, puis sur l'essai, ou bien à mêler les genres. Et puis, un de nos espoirs, c'est de pouvoir systématiquement mêler les écrivains internationaux et les écrivains libanais, et les mettre ensemble, faire dialoguer la littérature libanaise dans toutes ses langues et les littératures étrangères dans toutes leurs langues. Et tout cela, évidemment, s'accompagnant tous les ans. On a commencé avec Pierre, j'en suis très heureux, une résidence d'écrivains dans laquelle on inviterait quelqu'un, un écrivain. Donc une par an. Une par an, une résidence par an qui commencerait un mois avant les rencontres et s'achèverait au moment des rencontres, avec la possibilité, parce que nous sommes partenaires de pas mal de maisons d'écrivains à l'étranger, d'échanges, c'est-à-dire de la possibilité aussi de faire en sorte que des écrivains libanais puissent profiter de résidences à l'étranger.
Alors, j'ai une petite question comme ça. Pourquoi est-ce que vous concentrez tout sur une certaine période? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un auteur par mois, de manière à vraiment savourer la rencontre plus tranquillement? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'avoir un festival, si vous voulez, dans lequel on concentre les écrivains. C'est des rencontres agréables pour le public parce que du coup, ils entendent plusieurs voix en même temps. Et en même temps, les écrivains eux-mêmes sont dans un... Comme ça, se rencontrent, parce que le but, c'est aussi de faire rencontrer les écrivains libanais et les écrivains étrangers. Mais évidemment, quand on aura... Vous savez, c'est encore une association assez petite. Bon, Oui, et donc, ça prend énormément de temps. On est le plus grand nombre d'entre nous, sinon tous. On est bénévoles. Donc, c'est très difficile de consacrer beaucoup du temps à ça. Et pendant 3 mois, on fait quasiment que ça. Et après, on a besoin de réfléchir à l'édition suivante. Mais dès que nous aurons un peu plus de moyens ou la possibilité de le faire, il est évident que si l'occasion se présente d'avoir un écrivain de temps à autre aussi pour émailler l'année en attendant l'événement principal, on le fera sans aucun doute. Pierre Parlant, avant de vous laisser partir tous deux, je voudrais quand même vous poser une question très très simple. Est-ce que vous avez aimé cette ville? C'est une question qu'on m'a posée. Je suis sûre qu'elle a suscité votre intérêt. Mais est-ce que vous l'avez aimée? Plusieurs fois. Je ne peux que répondre oui, mais vous voyez, le philosophe est en train de dire oui, pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire oui, pourquoi? Non, alors le philosophe dirait pas oui, pourquoi. Le philosophe dirait qu'est-ce que ça veut dire aimer. Voilà. Donc oui. Bien, alors qu'est-ce que ça veut dire aimer? Peut-être qu'on a là, franchement, pas le temps de s'engager là-dedans. Brièvement. C'est Jacques Derrida un jour qui avait fait cette remarque. Il disait quand on aime quelqu'un ou on aime quelque chose. Alors évidemment, il parlait de l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres humains. Pour ce qui concerne l'amour qu'on peut avoir pour une ville, ça devient assez compliqué, parce qu'on ne va pas dire qu'on aime quelqu'un. Mais je vais vous répondre, parce que je n'ai pas de raison que je me défile. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, de mon point de vue, si amour il y a pour cette ville, et c'est un fait, et donc il est problématique et contradictoire et aussi chargé d'ambivalence que l'amour en général, c'est un amour pour la fiction qu'est cette ville, pour sa capacité de fiction, sa capacité de fictionner, de se fictionner elle-même, de se raconter elle-même. De ce point de vue-là, elle est très séduisante. Elle est séduisante à travers l'histoire qu'elle est capable de produire sur elle-même. Est-ce que ça vous ferait peur d'y vivre? Oui, parce que je trouve que les piétons sont en danger permanent. voilà, ça oui. Pas à cause du lendemain incertain. Non. C'est là très. Ça fait partie de la vie finalement. Très sincèrement, je l'ai dit plusieurs fois depuis que je suis là, la chose qui, de mon point de vue, est la plus dangereuse à Beyrouth, c'est d'être un piéton. Ouais, vous n'avez pas tort. Est-ce qu'on va vous revoir à Beyrouth, Pierre Parlant? C'est très probable, oui. C'est très probable. Messieurs, merci beaucoup d'être venus me voir. Chérif Majdalani, merci, alors là, je vais vous demander une promesse, Chérif Majdalani. Je le fais directement à l'antenne, comme ça, vous n'allez pas pouvoir me dire non. Chaque fois que vous allez avoir un auteur à Beyrouth, vous allez le ramener et avoir une petite conversation comme ça avec moi. Vous serez deux, plus moi de l'autre côté. Mais très volontiers. Comme ça m'aiderait à vous donner un petit coup de pouce quand même dans cette belle entreprise que vous avez mise sur pied. Mais déjà, je vous suis très reconnaissant pour cette première rencontre à 3. Merci beaucoup, messieurs, et à la prochaine alors. Merci. Au revoir.